Bonjour, Monsieur Churchill. C'est un immense honneur de vous parler aujourd'hui et merci beaucoup de me consacrer quelques précieuses minutes pour discuter de la création et de l'importance de l'ONU. Car après la Seconde Guerre mondiale, vous avez contribué à sa création. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser qu'une telle organisation était nécessaire? Merci de me laisser la parole, jeune demoiselle. Après avoir traversé 2 guerres mondiales, il était clair que le monde ne pouvait plus continuer ainsi. Les nations devaient trouver un moyen de régler leurs différends autrement que par les armes. L'ONU est née de cette nécessité de garantir la paix par la diplomatie. En effet, dès 1942, avec Roosevelt et Staline, nous avons évoqué l'idée d'une organisation internationale pour assurer la paix. Mais c'est lors de la conférence de Dumbarton Oaks, en 1944, que l'on a réellement mis en place les premières bases de ce qui allait devenir l'ONU. Nous avons discuté des objectifs de cette nouvelle organisation: maintenir la paix et la sécurité, encourager la coopération entre les nations et promouvoir les droits de l'homme. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas sans débat. Chaque pays avait ses propres intérêts à défendre. J'imagine que les grandes puissances étaient réticentes à une perte de souveraineté. Exactement. Convaincre des pays comme l'Union soviétique, les États-Unis et même mon Royaume-Uni d'abandonner un peu de leur souveraineté n'était pas simple. C'est pourquoi nous avons mis en place le Conseil de sécurité avec ses 5 membres permanents: États-Unis, URSS, Royaume-Uni, Chine et France, qui disposent du droit de veto. Ce compromis était essentiel pour que ces grandes puissances acceptent de participer. Ce droit de veto, est-ce qu'il n'a pas posé problème parfois? On dirait que cela permet à certains pays de bloquer des décisions importantes. C'est vrai que le droit de veto peut être frustrant, car il permet à une seule grande puissance de bloquer une résolution. Mais sans ce mécanisme, des pays comme l'Union soviétique n'auraient jamais adhéré à l'ONU. Le compromis était nécessaire pour garantir leur participation. Sans l'ONU, les risques de nouveaux conflits auraient été bien plus grands. Vous avez donc officialisé tout ça à San Francisco? Exactement. En avril 1945, à la conférence de San Francisco, 50 pays se sont réunis pour finaliser la Charte des Nations Unies. C'était un moment historique. La Charte a été ratifiée par la majorité des pays participants et l'ONU a vu le jour officiellement le 24 octobre 1945. Et à l'époque, pensiez-vous que l'ONU pourrait vraiment empêcher toutes les guerres? Je n'étais pas naïf. Je savais que l'ONU ne pourrait pas empêcher tous les conflits. L'objectif était de créer un cadre pour gérer les crises et éviter qu'elles ne dégénèrent en guerre mondiale. Nous avons appris à nos dépens que la guerre peut détruire des nations entières. L'ONU n'est pas une solution miracle, mais c'était notre meilleure chance pour assurer la paix. Pourtant, il y a eu des guerres après 1945. Est-ce que cela vous a déçu? Bien sûr, les guerres n'ont pas cessé. Mais l'ONU a joué un rôle crucial en empêchant de nombreux conflits locaux de devenir des guerres mondiales. Elle a aussi permis de coordonner des actions humanitaires et d'encourager la coopération internationale. Cela n'a peut-être pas toujours été aussi efficace que nous l'avions espéré, mais sans l'ONU, les conséquences auraient été bien pires. Vous semblez pragmatique sur ce point. Vous pensiez vraiment que c'était le seul moyen? Oh, vous savez, après ce que nous avions vécu, il n'y avait plus de place pour l'idéalisme. L'ONU n'était pas une utopie, mais une nécessité pratique. Nous devions éviter une autre catastrophe mondiale. Cela passait par des compromis, et l'ONU était l'un de ces compromis. Si vous deviez revenir aujourd'hui, vous feriez quoi pour améliorer l'ONU? Je pense qu'il y a plusieurs choses à revoir, notamment la composition du Conseil de sécurité. Le monde a changé depuis 1945. Le droit de veto, par exemple, pourrait être réformé pour éviter que certains pays bloquent des décisions cruciales. Mais ces changements demandent une volonté politique qui n'est pas facile à obtenir. En attendant, l'ONU doit continuer à s'adapter. Pensez-vous qu'un monde sans guerre soit possible un jour? Un monde sans guerre? Je crois que c'est un rêve noble, mais difficile à réaliser. Les conflits sont inhérents à la nature humaine, mais ce que l'ONU peut faire, c'est limiter les dégâts, gérer les crises et offrir un espace pour la diplomatie. C'est déjà un immense progrès par rapport aux ravages que nous avons connus au début du XXe siècle.
Vous avez donc l'espoir que l'ONU, malgré ses imperfections, reste un outil essentiel pour la paix? Absolument. Tant qu'elle favorise le dialogue et la coopération, l'ONU est un atout majeur pour le monde. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bien meilleure que de ne rien avoir du tout. Merci beaucoup, Monsieur Churchill, d'être revenu parmi nous, et je pense que vos paroles donnent beaucoup à réfléchir. Merci à vous, jeune demoiselle. Le travail pour la paix ne finit jamais. C'est un effort constant, et je suis heureux de voir des jeunes comme vous s'intéresser à ces sujets. C'est de votre génération que viendra le changement. Malgré que je suis au ciel depuis fort longtemps et que notre discussion a été virtuelle, j'ai pris un grand plaisir à répondre à vos questions. Si la vidéo vous a plu, je vous remercie d'avance pour votre like. D'autres vidéos vont suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner.